Chers parents, chers amis, chers frères. Voilà, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. On va se laisser, donc connectez-vous. Hein? Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va se laisser, j'espère que vous me voyez très bien. Voilà. Donc mettez-vous en ligne, on va se laisser. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, on va se laisser, chers parents, chers amis. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, on va se laisser en même temps. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. On va se laisser, on va se laisser, on va se laisser, on va se laisser. Chers parents, chers amis, voilà. C'est toujours l'incontournable. Donc, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. Connectez-vous et partagez le direct. Donc, on va vous montrer sur la carte où se situe, voilà, l'emplacement de l'armée russe. Sinon que, entre parenthèses, Wagner. Voilà, on va vous montrer où ils sont situés au niveau de Bakhmout. Parce que beaucoup de personnes me posent des questions et la situation à Bakhmout et la situation à Bakhmout. Donc, j'ai décidé de faire un direct spécial sur ça pour vous expliquer réellement où en est la situation et pourquoi la prise de Bakhmout est une prise très très stratégique. Je vais vous montrer les voies, les sorties et les entrées de Bakhmout et où va chaque sortie, chaque entrée. C'est très important. Et ceux qui vont comprendre cela, alors ils ne vont plus écouter les discours qui se tiennent sur les médias mainstream pour dire non, c'est une ville qui n'a pas d'importance, ceci, cela, ce discours-là, ça va quitter dans vos têtes. Donc, connectez-vous, on va quitter ici. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, on va quitter ici. 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 Chers parents, chers amis. Mettez-vous en ligne, on va quitter ici. Mettez-vous en ligne, on va quitter ici. C'est important. Mettez-vous en ligne, on va quitter ici. C'est important. C'est très important. C'est important. Donc, alors, j'espère que tout le monde est connecté. J'espère que tout le monde est connecté. Alors, donc, si vous êtes connecté, faites-moi signe. On va quitter ici. Il est quelle heure? 16 h. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet, tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, Dezo, la Moudja. Alors nous voici à nouveau devant cette caméra pour parler de la situation sur l'opération spéciale concernant la région de Bakhmout, sinon la ville de Bakhmout. Où en est l'avancée de Wagner? Parce que c'est Wagner qui est là-bas. Où en est l'avancée de Wagner sur la ville de Bakhmout? C'est très important parce que les gens, beaucoup m'ont demandé de parler de Bakhmout. Alors aujourd'hui, je tiens à parler de cette situation de Bakhmout. C'est très important. Je vais vous expliquer où est l'avancée de l'opération spéciale concernant la milice Wagner. Excusez-moi, je viens. Une minute, s'il vous plaît.
Alors, donc, je suis de retour. Je suis là. Je suis là. Donc, je disais qu'on va vous montrer la carte de Bakhmout. Alors, pour ceux qui me regardent, voici la carte de Bakhmout. Donc, je vous montre la carte. Je vais agrandir ça un peu. Voilà. Voici la carte de Bakhmout. C'est ça qui est là. Hein? Ça, c'est la ville de Bakhmout. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, où en est l'avancée de la ministre Wagner sur cette carte? Parce que d'autres disent non, ils sont rentrés dans la ville, ceci, cela. Bon, je vais vous expliquer clairement. Vous voyez la carte? Je vais m'arrêter. Hein. Je vais vous montrer. Pendant que je m'arrête, vous regardez sur la carte. Donc, si vous ne voyez pas, vous me faites signe. Alors, vous voyez cette ville? La ville a plusieurs entrées et sorties. Donc, les entrées, ce sont les lignes jaunes que vous voyez ici. Donc, voilà une entrée par le haut, par le nord. Vous voyez cette ligne jaune. Je vais m'approcher. Voilà, ligne jaune, ça là. Ça, c'est une entrée et une sortie aussi. Ici aussi, c'est une entrée et une sortie. Là aussi, c'est une entrée et une sortie. Et au sud, c'est une entrée. Je recevais un appel et tout. Donc, si on veut bien voir, on voit plusieurs entrées et sorties. Donc, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 entrées et 4 sorties. Donc, là où on entre, c'est par là on sort. Donc, si on veut bien voir, dans la ville de Bakhmout, il y a 4 entrées et 4 sorties. Alors, la milice Wagner a déjà pris cette côté-là. Vous voyez la branche là, à partir d'ici. Voilà, ils ont déjà fait une grande percée là, ils ont pris toute cette branche-là. Ici, ils ont déjà pris toute cette branche, mais ils ne sont pas encore arrivés au centre-ville. Ça, c'est le centre-ville qui est là. Maintenant, de l'autre côté, les combats se déroulent là, Opné. Donc, attendez, je vais remettre la ville, le nom de la ville. Voilà, donc, les combats se déroulent là. Ici, juste au sud, juste un peu au sud. Hein? Les combats se déroulent ici. Donc, il ne peut plus y avoir d'entrée et sortie à partir de là parce que la milice Wagner a déjà pris 80%. C'est une petite ville qu'on appelle Opné qui est là. La milice Wagner a déjà pris 80% de cette ville. Et l'artillerie de la milice Wagner ne permet plus aux forces ukrainiennes et otaniennes d'utiliser cette traversée-là. À partir de trucs opniers. Ils ne peuvent plus utiliser cette traversée. Donc, du coup, cette voie est bloquée. Donc, ceux qui sont dans cette ville, ils ne peuvent plus sortir par là ou rentrer par là. Donc, ils ont déjà coupé cette voie. La voie qui passait ici, là où je vous ai dit que la milice Wagner a pris le contrôle d'ici, cette entrée est aussi déjà coupée, puisque c'est la milice Wagner qui contrôle cette entrée. Alors, les combats se déroulent maintenant au nord de la ville. Donc, ils ont pris une partie de la ville ici, et ils ne sont pas rentrés au centre de la ville, parce que, qu'est-ce que les autres? Ils défendent la ville avec ardeur, ils défendent la ville. Et ils ont positionné assez de trucs de snipers sur cette ville. Il y a des fortifications tout autour de la ville. Parce qu'ils savent que si la ville tombe, ce n'est pas bien pour eux. Parce que si la ville tombe, il y aura d'autres grandes villes qui vont tomber tout de suite. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, ils ont pris cette partie de la ville et ils ne sont pas rentrés à l'intérieur. Ils ont tenté de rentrer, mais ils ont vu que non, il y a assez de trucs comment on appelle ça? De défense. Il y a assez de défense. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont continué. Donc, les combats se déroulent ici, au nord de Bakhmout. Donc, il y a une ville ici qu'on appelle Pidorogne. Donc, les combats se déroulent dans cette ville. L'objectif de la milice Wagner, c'est de faire quoi? C'est de couper l'entrée. Hein, l'entrée par le nord. Donc, ici, c'est juste une entrée qui quitte vers Sloviansk. Sloviansk, c'est l'une des grandes villes de Donetsk.
Donc, c'est cette voie qui va jusqu'à Sloviansk. Donc, quand tu es à Sloviansk et que tu veux rentrer par ici, alors tu dois traverser ici. Donc, la milice Wagner, les combats se déroulent ici. Donc, l'objectif, c'est de couper l'entrée du nord. Alors, donc, si, parce que leur artillerie déjà empêche l'entrée par le nord de la ville. Donc, les Ukrainiens, en ce moment, ils ont eu une seule entrée et sortie de la ville. Leur seule entrée et sortie, c'est par cette voie. C'est par cette voie qui quitte vers Kherson et Nikolaev. Donc, cette voie, ça va vers Nikolaev et Kherson. Donc, c'est par cette voie-là que ils arrivent encore à envoyer des renforts dans la ville de Bakhmout. Donc, ceux qui sont ici, leur objectif, c'est de contourner. C'est de contourner la ville en question et de venir empêcher l'armée ukrainienne et otanienne d'utiliser cette voie pour alimenter la ville. Donc, du coup, l'objectif, c'est d'encercler la ville. Encercler la ville, pilonner la ville. Et pendant que d'autres pilonnent la ville, d'autres vont essayer de lancer d'autres assauts sur d'autres villes. Parce que cette voie-là, ça passe à Zaporizhia, ça va vers Kherson et Nikolaev. Donc, s'ils parviennent ici, ils parviennent à prendre le contrôle de cette voie, ils peuvent isoler la ville de Bakhmout avec les militaires et tous ceux qui sont à l'intérieur et continuer à lancer d'autres offensives dans d'autres villes, dans d'autres régions, sans même prendre la ville de Bakhmout, parce qu'une fois que c'est entouré, c'est déjà une ville morte. Les militaires qui seront dans cette ville seront obligés, coûte que coûte, de se rendre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, au nord, je vous ai dit que les combats se déroulent ici. Les combats se déroulent là. Donc, les Ukrainiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé le pont. Il y avait un pont ici qui relie Bakhmout avec le reste de la région. Ils ont fait sauter le pont parce que ils voient que cette ville où les combats se déroulent au nord de Bakhmout, ils savent que non, la ville va tomber dans peu de temps. Donc, ils ont cassé le pont qui permet, le pont qui reliait cette ville au reste de l'Ukraine, c'est-à-dire Kramatorsk et Sloviansk. Ils ont cassé pour éviter les forces de Wagner de contourner Bakhmout et de lancer une offensive sur Sloviansk. Donc, ils ont brisé le pont. Ils ont fait sauter le pont. Donc, il n'y a plus de route. Donc, eux-mêmes, ils savent que par le nord, la route vers le nord pour alimenter Bakhmout, c'est déjà verrouillé, c'est déjà fermé. Parce qu'eux-mêmes, ils ont fait sauter le pont. Donc, il n'y a plus de chemin qui passe par là. Donc, ils ont une seule sortie et une seule entrée. Et cette sortie et entrée, c'est vers la voie qui quitte Bakhmout pour aller vers Nikolaev, vers Kherson. Donc, voilà pourquoi les renforts qui viennent quittent à Kherson, quittent à Nikolaev. Voilà pourquoi, quand vous voyez les Russes bombarder Kherson, c'est parce que quand ils voient les matériels qui vont quitter Kherson pour aller alimenter Bakhmout, quand ils répètent ça, voilà pourquoi ils frappent. À chaque fois, ils frappent. Excusez-moi, excusez-moi, il y a un numéro qui appelle. Je coupe. Voilà. Donc, j'espère que vous m'attendez. Non, 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 non. Les Russes ne perdent pas du terrain à Bakhmout. Je vous ai fait comprendre. Parce que la stratégie que Wagner avait utilisée au début, c'était de pénétrer dans la ville de Bakhmout. Mais ils ont tenté, ils ont vu que non. Les bâtiments étaient occupés. Il y a des civils dans la ville. Les bâtiments civils sont occupés par des snipers anglais, trucs allemands, polonais, tout ce que vous pouvez imaginer. Parce qu'ils ne veulent pas que la ville tombe. Et ils envoient beaucoup de soldats non professionnels au front.
Donc, quand les groupes Wagner veulent rentrer dans la ville, les snipers tisseux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont décidé de faire. Ils ont décidé de contourner la ville. Donc, de l'est à l'ouest, ils contournent la ville et ils montent. Donc, l'objectif, c'est d'encercler la ville. Puisque la ville, il y avait 4 entrées. Ils ont déjà verrouillé 3 entrées. Il reste une seule entrée et sortie. Donc, c'est cette seule entrée et sortie là, les Ukrainiens utilisent pour le moment. Mais je vous garantis, d'ici, ils vont dire janvier, 15 janvier, la seule entrée et sortie que les Ukrainiens utilisent en quittant vers Kherson pour la ville, ils ne pourront plus avoir accès à ça. Et donc, pourquoi ils défendent coûte que coûte cette ville? Cette ville, non seulement est une ville industrialisée, une ville industrielle à l'est, parce que dans l'Ukraine, il y a l'Ukraine, mais l'est de l'Ukraine, c'est l'est de l'Ukraine. Il y a assez d'industrie. Et donc, c'est à Bakhmout, les Ukrainiens, ils fabriquaient leur vin. Tout ce qui est alcool, c'est là-bas, ils fabriquent ça. En dehors de Bakhmout, ils ne fabriquent pas ça ailleurs. Donc, c'est une ville qu'on peut appeler une ville où les gens fabriquent le vin, la bière, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, si cette ville tombe, mais ils vont fabriquer ça encore où? Parce que l'usine de fabrication de l'alcool en Ukraine se trouve à Bakhmout. Donc, c'est un point très, très stratégique. En dehors de ça, ils ont d'autres industries là-bas. Donc, s'ils perdent Bakhmout, non seulement ils vont perdre la capacité de fabrication d'alcool en Ukraine. Ça, c'est un. Mais aussi, Bakhmout permet aux Russes, je vous ai montré les 4 entrées et sorties, ça permet à l'armée russe de poursuivre son offensive vers Sloviansk. Or, Sloviansk et Kramatorsk sont les 2 grandes villes qui sont les bases arrières de l'armée ukrainienne vers l'est de l'Ukraine. C'est à partir de Kramatorsk et Sloviansk, tous les matériels de guerre qui viennent de l'Occident viennent et tout, et de là-bas, ils dispatchent ça à travers les autres villes et tout. Et c'est là-bas leur siège. Donc le quartier général de l'armée ukrainienne se trouve là-bas pour s'occuper de l'Est. Donc voilà pourquoi ils ne veulent pas que Kramatorsk, comment on appelle ça, Bakhmout tombe. Sinon, les Ukrainiens, ils perdent beaucoup de soldats par jour. Ils appellent ça un achoir à viande. Quand on dit achoir à viande, ça ne veut pas dire que achoir à viande de l'armée russe. Non, achoir à viande de l'armée ukrainienne. Ainsi que otanienne. Parce que par jour, ils perdent des gens. En 3 mois, les Ukrainiens ont perdu au moins 250 hauts gradés à Bakhmout là-bas. À Bakhmout là-bas, ils ont perdu 250 hauts gradés, sans parler des autres trucs. Et aujourd'hui, il y a un grand général américain qui a dit, depuis l'opération spéciale, l'Ukraine a perdu 150 000 soldats, sans compter les blessés. Et que ce sont des gens qui sont incapables. Et qu'il est fasciné par le professionnalisme de l'armée russe. Donc, 150 000 soldats. Donc, imaginons 150 000 personnes qui sont déjà mortes. Sans compter les blessés. Vous imaginez le bilan. Aujourd'hui, ceux qui combattent dans l'armée ukrainienne, ce sont les jeunes de 14 ans, 15 ans, 16 ans, jusqu'en monte. Donc, ils sont obligés d'aller prendre même les enfants. Des enfants qui n'ont même pas l'âge de voter. Qui ne connaissent pas ce que c'est que l'armée. Ils les prennent pour les amener au front. Parce qu'il manque de soldats. Voilà, ça le vrai problème. Si c'est l'Ukraine seule ne peut pas tenir. Parce qu'elle n'allait même pas avoir la capacité de former son armée. Elle allait former son armée où en Ukraine? Elle est obligée de former son armée en dehors de l'Ukraine. C'est-à-dire les pays membres de l'UE, l'Amérique, l'Angleterre. Pour les mettre en sécurité, pour ne pas que la Russie les frappe. Donc c'est là-bas, parce que c'est ça. On dit l'Ukraine résiste. Non. Un pays qui résiste, c'est un pays qui n'a pas besoin de former son armée en dehors de son territoire. Il résiste comment? Imaginons qu'il n'y avait pas d'aide occidentale. Vous pensez que l'Ukraine allait résister? Non, l'Ukraine n'allait jamais résister si il n'y avait pas d'aide occidentale, américano-occidentale.
L'Ukraine ne pouvait jamais résister face à la Russie. L'Ukraine est la 22e puissance mondiale. La Russie est la 2e puissance mondiale. L'Ukraine tient depuis 9 mois, 10 mois. Pourquoi? Parce que tout simplement, derrière l'Ukraine se trouvent plusieurs pays qui arment l'Ukraine jusqu'aux dents. Pas seulement en armement, mais il y a aussi des êtres humains qui donnent. Voulez-vous voir des trucs, des vidéos? Mais il y a des gens qui parlent uniquement anglais. Ils parlent anglais, qui sont là-bas en train de combattre. Attendez, je vais vous montrer des soldats anglais, américains plutôt, qui sont là combattre en Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi, hein. Excusez-moi. Bon, ça c'est un Français d'abord, qui lui-même il reconnaît qu'il était, il était truc. Entre guillemets, Special Force. Bah, pas entre guillemets, on est des Special Force. Et comme on est une unité de reconnaissance, on passe toujours en premier. Donc c'est arrivé par un malheur. On voit des images très claires de votre travail en ce moment sur notre antenne. Vous en appelez ce soir aux autorités françaises pour vous rapatrier. Et évidemment au président Macron, nous sommes bien d'accord, c'est cela? Alors moi, j'aimerais bien lancer un appel pour que les choses bougent. Parce que c'est arrivé le 27 novembre. J'avais eu l'ambassade au téléphone le 28 novembre. Donc le lendemain pour signaler que j'avais été blessé en Ukraine. Ok. Donc ça c'est une preuve d'abord que ce que les gens disent, l'Ukraine résiste, ce n'est pas l'Ukraine seule qui fait face à la Russie. Donc lui qui parle, il parle pas truc, il parle pas mongolien. C'est un Français qui est en train de parler. Il dit ils sont nombreux et il fait partie des forces spéciales françaises. Est-ce que vous comprenez? Donc il faisait partie des unités de reconnaissance. Et avant de l'ancienne nation, c'est eux-mêmes qui sont devant. C'est comme si ce sont, bon, je peux dire des petits espions pour remarquer le terrain, pour dire, bon, le terrain est propre. On peut maintenant lancer une offensive. Et l'offensive vient. Donc lui, il a été blessé. Et son collègue, il y a un collègue américain qui a été tué sur place. Donc, on peut encore, on va trouver encore d'autres trucs. Voici, ça ce sont des mercenaires. Ce ne sont pas des Ukrainiens. Ce sont des mercenaires. Tous ceux-là, ils ne sont pas Ukrainiens. Ils sont Américains. Ça bug. Donc, ce sont des Américains que je viens de vous montrer. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Voilà un mercenaire britannique. Lui, c'est un mercenaire britannique. Est-ce que vous comprenez? Voilà un Américain. Voici des Américains qui sont en Ukraine en ce moment. That's a good job. You wanna see how you fix the car in Ukraine? Представители американских спецслужб, которые у нас, получается, работают. Voilà, donc ça, ce sont des Ukrainiens danois et il y a bel et bien, voilà un mercenaire français. Voilà
Voilà un mercenaire français. Bon, ce sont des gens qui font partie des forces spéciales des pays occidentaux. Est-ce que vous comprenez? Ils font partie des forces des pays occidentaux. Même il y a des mercenaires marocains. Да, морская пехота Украины, пленный из Марокко. Слушай, сам момент пленения тяжело пережил? Ну да, можно сказать, конечно, да. Перепугался? C'est un mercenaire marocain. Ils sont nombreux comme ça. Voilà un mercenaire américain. When February 24th started, there was a lot of news, and in hindsight now, I now see it as propaganda because they don't tell you the whole truth. On va parcourir parce que il y a même des mercenaires néo-zélandais. Ils viennent de la Nouvelle-Zélande. Donc, ça bug. Ça bug. Donc, il y a toutes sortes de mercenaires. Est-ce que vous comprenez? Il y a toutes sortes. Je vais vous montrer parce que quand non, l'Ukraine résiste face à la Russie, petite Ukraine. Non. To Kharkiv, we had two trucks with 84 M4. Donc, je vous montre un peu, comme ça vous allez comprendre. Voilà un mercenaire américain. Même il y avait même des mercenaires brésiliens. Toda Europa tinha da Coreia do Sul, tinha Chile, Estados Unidos, Canadá. Donc, je montre ça pour que vous compreniez en fait. Sim. How sort of pro-Russian are those towns? Like the people left on that. Voilà leur passeport. Ceux qui ont été capturés. Ça, c'est le passeport américain. Voilà. Voilà un mercenaire étranger. My name is Andrew Hill. I'm 35 years old. Voilà un mercenaire britannique. I was born on the 25th of September 1986. I'm a British citizen and I live in Plymouth. After coming to Ukraine, I realized it was hell here. Bon, je vais stopper ça. Donc, vous comprenez que ceux qui sont là-bas, qui combattent là, ceux que vous appelez Ukraine, les Ukrainiens combattent, ils ne sont pas seulement Ukrainiens. Il y a plein de soldats étrangers. Et les forces, voilà le français qui a été, il dit, lui, il fait partie des forces spéciales. Donc, ce ne sont pas des petits soldats, c'est des gens qui ont été formés par l'OTAN. Ils ne se sont pas levés comme ça un bon matin, oh, ils ne savent pas tirer, ils courent, je suis mercenaire. Non. Ce sont des spécialistes, des gens qui ont fait la guerre au nord de l'OTAN, en Afghanistan, en Ukraine, en Libye, en Irak, même peut-être même au Mali, qui ont fait le tour du monde en matière de guerre. Et donc, c'est ceux-là qui sont sur le terrain, qui affrontent l'armée russe. Maintenant, quand vous dites Wagner là, ce ne sont pas des étrangers, hein, ce sont des Russes et des prisonniers russes. Donc, ce sont des gens qui sont russes, de nationalité russe, qui sont au sein de Wagner. Donc, quand on dit paramilitaires, ce ne sont pas des gens, des Africains et tout. Non, ce sont des gens qui sont russes, qu'on recrute, des brigands russes qui sont en prison, qu'on recrute pour aller combattre. Donc, on ne peut pas dire mercenaires.
Maintenant, d'autres disent non, Kadyrov, les Keken est dans l'armée russe. Mais la Kékénie là, fait partie de la Fédération de Russie. Parce que d'autres ne le savent pas. La Kékénie est un État au sein de la Fédération de Russie. Prenez une carte de la Russie, regardez, la Kékénie est placée où? La Kékénie n'est pas en dehors de la Russie. La Kékénie fait partie de la Russie. Et en Russie, c'est une fédération. Quand on dit fédération, c'est plusieurs petits États qui ont formé cette fédération. Donc, au nom de plusieurs petits États, chaque État a son dirigeant. Donc, la Kékénie fait partie de la Russie. Voilà pourquoi celui qui dirige la Kékénie, il s'appelle Kadyrov. Mais le supérieur de Kadyrov, c'est Poutine. C'est comme l'Amérique. Au sein des États américains, il y a plusieurs États américains. Donc, il y a des dirigeants dans chaque État. Maintenant, le dirigeant supérieur, il s'appelle Joe Biden. Donc, c'est comme ça en Russie. Parce que quand les Occidentaux disent, oh, Kadyrov, les Kékens aident dans l'armée russe, que sont les Kékens? Mais les Kékens font partie de l'armée russe. Donc, la Kékénie n'est pas un pays en dehors de la Russie qui combat pour la Russie. Non. Donc, il faudrait que cette idéologie quitte dans les têtes des gens. On dit non, ce sont des trucs, des voyous, parce qu'ils prient l'islam. Non. En Russie, là, il y a 30% de la population qui est musulmane. Est-ce que vous comprenez? Il y a 30% de la population qui est musulmane. Il y a les Tatars qui sont des musulmans, les Kékens qui sont des musulmans, et il y a des trucs, voilà, plusieurs d'autres trucs. Donc, les Tatars, imaginons que la République Tatar déclare de rentrer truc. Ils vont dire, oh, ça, ce sont des gens qui ne sont pas des Russes, qui aident Poutine. Mais non, ils font partie de la Russie. C'est comme Saint-Pétersbourg. Les gens de là-bas, ils ont leur gouverneur. Tu vas aller en Sibérie, là-bas, il y a plusieurs États. Il y a Moscou. En dehors de Poutine, il y a aussi un gouverneur à Moscou. Ah, mais c'est comme ça. Il y a la Tchétchénie, il y a plusieurs autres États. Voilà, c'est comme New York dans les États-Unis, Atlanta dans les États-Unis, Alaska dans les États-Unis. Donc, on ne peut pas dire que ce sont des gens qui sont des alliés de Poutine, qui viennent aider l'armée russe. C'est du n'importe quoi. Et ça, vous attendez ça partout, sur les différents médias étrangers. Quels sont la Tchétchénie, l'armée russe? Mais la Tchétchénie fait partie de truc de la Russie. Donc, vous devez comprendre cela. Lui qui dira ça, la prochaine fois que non, les Tchétchènes aident les Russes, dites-leur que les Tchétchènes, là, ils font partie de la Fédération de Russie. C'est un État parmi plusieurs États de la Fédération. Donc, quand on dit Fédération, fédéré, plusieurs États se sont mis ensemble. C'est ça qu'on appelle une fédération. Est-ce que vous comprenez? Sinon, la Russie pourrait dire, bon, je ne suis plus une fédération, je suis un État simple. Est-ce que vous comprenez? C'est comme la France, hein? Il y a plusieurs États qui se sont mis ensemble. Et la France, auparavant, parlait plusieurs langues. Mais ils ont éliminé les autres langues pour imposer le français uniquement. Donc, on ne parle plus de fédération, on parle d'un État. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà comment est née la France. Sinon, auparavant, en France, il y avait plusieurs États et chaque État parlait sa langue. Mais la langue française a été imposée à tout le monde pour ne pas qu'il y ait la division, pour ne pas que chacun réclame son indépendance. Donc, on dit président et un État unique où on parle une seule langue pour tout le monde. Voilà comment c'est né. C'est comme l'Allemagne qui a eu une fédération aussi. L'Allemagne est une fédération, c'est plusieurs trucs. Donc, dans ça, c'est comme ça dans tous les pays du monde. Donc, n'écoutez plus ceux qui disent les Kékens, Wagner, les Kékens, ils aident l'armée russe. Mais tous ceux-là, ils font partie des Russes. Ce ne sont pas des étrangers. Ce ne sont pas des gens qui sont allés chercher en Asie, en Afrique, pour constituer une armée, pour dire, bon, allez-y. Ce n'est pas comme la Légion étrangère française, où il n'y a que des étrangers qui combattent au nom de la France. Ça n'a rien à voir. Wagner, là, c'est une armée russe. C'est-à-dire ce sont des citoyens russes et ce sont des anciens militaires russes qui ne sont plus en service dans l'armée russe. Ou bien il y a d'autres qui désertent au sein de l'armée russe pour se lancer dans Wagner parce que pour eux, là-bas, là, c'est mieux payé. Ah oui, c'est une organisation paramilitaire là-bas, on paye mieux que l'armée propre. Donc beaucoup quittent l'armée pour se mettre dans cette organisation paramilitaire. Mais ils sont tous russes. Et c'est comme ça.
Dans ton pays, s'il y a une organisation paramilitaire où les salaires sont élevés et que tu es un militaire ou gendarme, tu peux déserter et aller te mettre de l'autre côté parce que là-bas, tu sais qu'il y a beaucoup d'argent qui va tomber. Mais c'est comme ça, Wagner. Donc, il y a plusieurs personnes au sein de Wagner qui faisaient partie de l'armée russe qui ont déserté pour rejoindre Wagner parce que là-bas, ils sont mieux payés. Ils ont un gros salaire. Ils ont un gros salaire et au nom de Wagner, ils peuvent aller dans d'autres pays du monde. C'est que d'autres veulent. Donc, ils vont nombreux dans cette organisation paramilitaire. Donc, ceux qui sont là-bas, là, ce ne sont pas des gens qui... Il y a des professionnels dedans. Il y a aussi des professionnels, il y a des prisonniers et tout. Et ces prisonniers-là sont formés par les professionnels qui ont déjà fait des terrains de guerre. Donc, ne les sous-estimons pas. Oui, le Nigeria, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Auparavant, d'autres voulaient prendre les Biafrais, par exemple, et les trucs, les Ibo. Les gens voulaient prendre leur indépendance. C'est comme le Cameroun. Les anglophones, ils réclament leur indépendance. Donc, et les Camerounais, pas question, c'est un seul pays. Donc, en Côte d'Ivoire, on peut dire, bon, chaque peuple dit, bon, de mon côté, bon, moi je représente un pays. Je réclame mon indépendance. C'est comme l'Espagne aussi. La Catalane, hein? La Catalogne ou bien quoi là, ils réclament leur indépendance. Eux, ils ne veulent pas faire partie de la fédération de l'Espagne. Eux, ils disent non, non, nous on veut notre... Et puis l'Espagne dit non, 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 c'est un seul pays. Pas question de vous voir prendre votre indépendance. Sinon, je vous mate. Et c'est comme ça les Kekens avaient fait. Ils voulaient proclamer leur indépendance. Poutine a dit non, pas devant moi. Vous partez où? Ils veulent vous utiliser contre nous. Non, parce qu'ils sont au milieu de la Russie. Ils veulent prendre leur indépendance. Un État au sein même. Et puis aux alentours, là, il y a d'autres États qui font partie de la Russie. Et donc, si eux, ils sont indépendants, ils font partie de la Russie, imaginons, mais ils seront utilisés pour semer le désordre partout en Russie. Poutine a dit non, pas question. Voilà pourquoi il y a eu la guerre de la Kékénie. Il les a matés, il les a redressés. Il dit, hey, Kadyrov, tu prends la relève, tu me mets la sécurité ici. Tu es là, je te soutiens. Tu es là pour faire régner l'ordre. Et c'est comme ça. Depuis lors, les Kékens, ils sont au pas. Ils sont ceux qui se sont dit, bon, ils sont des bandits et qui ne veulent pas se soumettre à l'État russe. Ils ne veulent pas être russes. Ils sont partis en Occident, ils sont là-bas. Ils disent, eux, ils mènent en révolution. Ils sont des opposants. Ils vont faire chuter Kadyrov pour que la Kékénie devienne indépendante. Non, ça c'est dans leur rêve. Ça ne pourra jamais arriver. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'organiser des petits trucs depuis en Europe pour faire des attentats en Russie. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. En dehors de ça, ils ne peuvent pas dire que non, ils veulent devenir indépendants. C'est impossible. Donc voilà, la réalité est claire. La réalité est claire. Une partie de Bakhmout est déjà occupée. Mais la grande partie est contrôlée par l'armée otano-kievienne. Et les Russes ont déjà coupé 3 voies d'alimentation. Il reste une seule voie pour entrer dans la ville et sortir. Donc, la ville, dès lors qu'ils atteindront cette... D'ailleurs, même le ministre, je ne sais pas, de la défense ukrainienne a fait comprendre qu'en janvier, ils vont évacuer la ville. Ils vont faire sortir les civils qui restent dans la ville. Quand c'est comme ça, ça veut dire que la ville va tomber. Eux-mêmes, ils vont évacuer parce qu'ils ne veulent pas que leurs soldats soient entourés. Puisqu'il reste une seule voie. Si les Russes prennent ça, leurs soldats ne vont plus sortir de la ville. Donc, ils voient le danger. Voilà pourquoi ils veulent évacuer la ville. Voilà pourquoi ils veulent évacuer la ville. Donc, voici un peu ce qui se passe. Voici un peu ce qui se passe, chers parents. Donc, on est ensemble. Ouais, non, non. Ça, vous savez, si Dieu n'était pas la Russie il y a longtemps, la Russie s'était déjà écoulée. Quand Dieu est avec toi là, remarquez, hein, lui, avec qui Dieu est, il est combattu par plusieurs personnes. Est-ce que vous le savez? Quand Dieu est avec toi, tes ennemis sont nombreux. Tu as déjà vu un seul sorcier te combattre? Non. Quand un sorcier te combat, ils viennent en groupe.
Ils sont nombreux pour tailler. Tu as beaucoup de trucs, d'ennemis. Et toi seul, Dieu mène ton combat. Et Dieu les fait échouer, eux tous. C'est ça le cas de la Russie. Vous imaginez, si Dieu n'était pas la Russie il y a longtemps, la Russie s'était déjà écroulée. Avec cette guerre que l'Occident mène contre la Russie, les sanctions et tout, ils disent qu'ils ne sont pas impliqués, mais non, ils sont impliqués. Parce que dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas le premier État qui attaque un autre pays. Eux-mêmes, ils ont l'habitude d'attaquer d'autres pays. Ils ne se sont jamais sanctionnés, ils n'ont jamais sanctionné ceux qui attaquent d'autres pays. L'exemple est là. Même l'année 2000 a été une année où les Occidentaux ont attaqué beaucoup de pays. L'Irak, Libye, l'Irak, la Libye, l'Afghanistan, la Syrie, tout ça. Et puis, dans les années 90, ils ont attaqué la Serbie pour permettre aux Kosovars d'avoir leur indépendance, soi-disant. Mais qui les a condamnés? Personne n'a condamné les Européens, personne n'a condamné les Américains. Donc eux là, ils ont l'habitude de faire ça. Ils ont voulu même bombarder le Venezuela, c'est parce que la Russie soutenait Maduro. Sinon, ils ont pris un opposant parallèle pour faire de lui le président légitime. Sur quelle base? On ne sait pas. Hein? Guaido, quelque chose comme ça. Mais les Vénézuéliens ont résisté. Donc eux, ils ont l'habitude d'attaquer d'autres États, sanctionner d'autres États. Mais qui leur dit quoi que ce soit? C'est la première fois qu'ils sont allés provoquer les Russes. Et même Angela Merkel, elle a fait une interview hier. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, l'Europe a fait une erreur. L'Europe a fait une grave erreur en discutant avec l'Ukraine et la Géorgie de leur entrée au sein de l'OTAN sans tenir compte de la réaction de la Russie. C'est Angela Merkel qui dit ça, l'ancienne chancelière. Elle dit que ça a été l'erreur que les Européens ont commis. Le fait de dialoguer avec l'Ukraine et la Géorgie, de leur entrée au sein de l'OTAN, sans tenir compte des revendications des trucs de Moscou, ça a été une erreur. Et qu'il ne fallait jamais débattre de ça. Et que c'est ça qui a été à la base de ce qui se passe. Parce que dès lors que les pays membres de l'OTAN faisaient avancer leurs pions au sein de l'Ukraine et de la Géorgie, Géorgie c'était au temps de Saakashvili, Ukraine c'était depuis 2014, donc les Russes ont vu qu'ils ont débattu de ça. Maintenant, ils envoient leurs pions. Donc, ce qu'ils ont dit là, ce n'était pas faux. Ils veulent les faire intégrer au sein de l'OTAN. On doit agir. Voilà pourquoi ils ont agi. Les deux pays, là, il y a eu intervention de la Russie. Mais pourquoi les autres pays, la Russie n'intervient pas là-bas? Pourquoi les autres pays, la Russie n'intervient pas là-bas? Parce que les autres pays ne veulent pas rentrer dans l'OTAN. Azerbaïdjan qui s'affronte tout le temps à l'Arménie. La Russie a un accord de défense avec l'Arménie. Mais quand l'Azerbaïdjan s'affronte avec l'Arménie, avez-vous déjà vu les Russes se mettre aux côtés des trucs de l'Arménie pour dire qu'ils vont faire la guerre aux Azerbaïdjanais? Non. Pourtant, les deux républiques étaient des anciennes républiques de l'URSS. Et la Russie a des très bons accords avec ces deux républiques. Donc, même avec les accords qu'il y a entre l'Arménie et la Russie ne peut pas attaquer l'Azerbaïdjan parce que c'est un pays qui ne lui a rien fait. C'est un pays qui coopère dans plusieurs domaines avec la Russie. C'est un pays qui ne dit pas que non, je veux que l'OTAN vienne dans mon pays. Donc, qu'est-ce que la Russie fait? La Russie fait toujours la diplomatie pour dire, bon, je ne peux pas attaquer l'autre. L'autre est mon allié, mais lui aussi c'est mon ami. Ouais. Même si on n'est pas allié sur le plan militaire, mais c'est mon ami. Et tout, on fait tout. Il achète mes avions, ceci, cela, dans plusieurs domaines. Donc, je ne peux pas rentrer en guerre contre lui. Je vais entamer les négociations. Est-ce que ceux-là, ils ont déjà vu l'armée russe rentrer sur leur territoire pour faire la guerre? Mais pourquoi Géorgie et Ukraine? C'est à cause de l'OTAN. Voilà, c'est clair. Eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils ont fait des erreurs. Pourquoi Macron dit que non, il faut tenir compte des garanties de sécurité pour la Russie, pour la paix au sein de l'Europe? Parce qu'eux-mêmes, indirectement, ils reconnaissent que non, ils sont allés trop loin. Ils sont allés trop loin en titillant la Russie. Et leur provocation, ils ont
intégrer la Suède, la Finlande dans l'OTAN. Donc vous voyez comment l'OTAN avance. Mais demain, quand ils vont envoyer des armes nucléaires, la Russie va réagir, ils vont dire la Russie aime la guerre. Pourtant, c'est eux qui poussent le bouchon très loin. Hein? Ils poussent le bouchon et disent non, chaque pays est libre de... Mais si la Russie disait que bon, moi j'envoie des armes nucléaires à Cuba seulement, est-ce que les Américains ne vont pas rentrer en guerre? Et les Européens vont justifier ça comme quoi? Non, l'Amérique est un pays démocratique, la Russie c'est un pays dictatorial qui s'en va menacer les Américains, qui s'en va menacer la démocratie. Hein? Donc l'Amérique a le droit d'agir. Ils vont faire une propagande et les gens encore vont adhérer à ça. Mais quand c'est la Russie qui dit non, je veux une garantie, on dit oh, chaque pays est libre de signer des accords avec qui il veut. Mais Cuba n'est pas libre de signer des accords. Est-ce que Cuba c'est l'Amérique? C'est les États-Unis d'Amérique? Non. Les Cubains, ils sont libres aussi. Mais non, les Américains disent non, ne signez pas un accord de défense à un autre pays étranger qui va envoyer des armes lourdes qui vont atteindre notre territoire au nom de la sécurité des Américains. Donc vous voyez le double langage. Maintenant quand on pose cette question aux Européens, ils disent non, ça n'a pas lieu d'être. Ce n'est pas une question qu'on doit poser parce que l'Amérique est un pays démocratique qui ne menace pas ses voisins. Mais quand la Russie menace ses voisins, c'est du n'importe quoi. L'Amérique menace tous les pays qui sont en Amérique là-bas. Les États-Unis passent leur temps à leur faire du chantage, les menacer. Eux-mêmes, dans les années 90, dans les années 80, ils ont fait des coups d'État, ils ont intervenu dans plusieurs pays de l'Amérique latine, de l'Amérique du Sud. Ils ont intervenu là-bas militairement parlant pour tuer des présidents ou enlever des présidents. Donc ça aussi c'est une menace. Donc voici un peu l'hypocrisie de certains politiques. Quand je dis certains politiques, je parle des personnes, des gens, de certains politiques occidentaux. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà un peu. Ne vous inquiétez pas, si Dieu n'était pas la Russie, il y a longtemps, la Russie était déjà perdante. Hein, parce que les sanctions qui ont frappé la Russie, aucun autre pays au monde n'a jamais subi de telles sanctions. Est-ce que vous comprenez? Aucun autre pays au monde n'a jamais subi ces genres de sanctions. Mais pourquoi la Russie tient? Peut-être Dieu utilise la Russie pour rétablir certaines choses, l'ordre mondial. Parce que toujours, Dieu utilise toujours quelqu'un pour accomplir une mission. Et donc, Dieu utilise la Russie pour ouvrir les yeux des gens du monde et réformer le monde. Remettre le monde sur pied. Et vous verrez, la Russie gagnera cette fois-ci. La Russie gagnera parce qu'elle ne perdra pas. La guerre froide avait été perdue par les Russes à cause des Chinois qui avaient laissé les Russes en cours de route. Parce que les Américains les avaient corrompus pour dire bon, laissez les Russes, faites alliance avec nous, on va faire chuter la Russie. Donc la Russie était seule face à l'Occident, l'Amérique et la Chine. Et donc, quand c'était comme ça, c'était impossible de gagner. Voilà pourquoi l'Union soviétique s'était écroulée. Mais maintenant, les Chinois savent que non, cette fois-ci, ce n'est plus la peine. Ils savent que ce n'est plus la peine. Les Américains ont essayé de les convaincre, de laisser tomber la Russie. Ils n'ont qu'à couper les liens avec la Russie. Même les Européens se sont rendus là-bas. Olaf Scholz, il est parti en Chine. Tout ça, c'était pour ça. Même Charles Michel, hein, le Belge, il est parti, il a croisé Xi Jinping. Emmanuel Macron a croisé Xi Jinping. Tout ça, ils ont dit, ils n'ont qu'à laisser tomber la Russie. Il faut pas, ils vont nouer des liens avec la Russie. Ils n'ont qu'à couper tout lien. Mais les Chinois ont refusé. Ils ont compris que cette fois-ci, si jamais ils coupaient les liens les Russes et que la Russie tombe, et que la Russie perdrait la guerre, le reste là c'était la Chine. Et ils allaient faire la même chose pour Taïwan. Donc les Russes ont fait comprendre aux Chinois, ce qu'ils vous promettent là, c'est du n'importe quoi. Si vous les laissez, vous bernez, cette fois-ci, ils vont demander aux Taïwanais de prendre leur indépendance et ils vont séparer la Chine de Taïwan. Et Taïwan sera comme un porte-avions où les Américains vont créer une base militaire pour verrouiller la Chine sur la mer et empêcher la Chine d'avoir accès à la mer. Voilà leur projet. Et les Chinois, ils voient clair. Ils ont dit non, cette fois-ci, on ne va plus vous suivre. Nous, là, on va renforcer nos liens avec les Russes. Voilà pourquoi Xi Jinping a donné l'ordre. Il a dit
aux affaires, aux hommes d'affaires de la Chine de ne pas avoir de limites dans leur business avec la Russie. Donc, ça engage les Occidentaux. Voilà pourquoi ils disent, ah, il faudrait que la Chine change pour gagner des trucs comme la Russie. Quand ils ont coupé les liens avec la Russie pour dire, non, pétrole, gaz, on coupe tout, ils pensaient que la Chine n'allait pas acheter. L'Inde n'allait pas acheter, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Mais ils ont mal fait dans leur calcul. Les Chinois ont dit non, vendez-nous le pétrole que vous étiez là à vendre aux Occidentaux, le gaz, nous on va acheter tout. Donc tant que la Chine ne trahit pas la Russie va gagner. Sur ce, on se laisse, ciao.